Bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans les locaux de l'Institut et sur la chaîne YouTube pour cette nouvelle séance de notre rendez-vous mensuel désormais des arrêts sur recherche. Arrêts sur recherche toujours organisés autour d'une recherche récemment publiée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Simon, professeure de droit privé et de sciences criminelles à l'Université d'Artois, et Elsa Suppiot, professeure de droit privé et de sciences criminelles à l'Université d'Angers, toutes deux coordinatrices de la recherche que vous pouvez retrouver sur notre site internet intitulé « Les violences gynécologiques et obstétricales saisies par le droit ». Notre rendez-vous est organisé donc autour d'un dialogue, d'un échange entre d'un côté donc, les chercheurs, les chercheuses, qui présentent généralement une partie de leurs travaux, car dans le temps imparti, malheureusement, il est difficile d'avoir une présentation générale. Et puis, d'autre part, d'un discutant. Et dans ce rôle, j'ai le plaisir d'accueillir Yves Doutrillo, conseiller d'État honoraire et président de la Chambre nationale de discipline des sages-femmes. Merci à tous de votre présence. Alors aujourd'hui, un thème important, un thème d'actualité qui touche particulièrement les femmes, puisqu'il s'agit des violences gynécologiques et obstétricales. Ces violences sont désormais prises au sérieux par le corps social et les pouvoirs publics. Touchant à l'intimité et au corps des femmes, ces violences ont depuis longtemps, c'était quand même des violences assez tabous, indicibles pour celles qui les subissent, insaisissables pour la société, pour la justice qui se trouve un peu confrontée à ces violences. Donc ces violences gynécologiques et obstétricales révèlent en creux finalement toute l'histoire des femmes, celle de leur émancipation, de leur autonomie, acquise au fil des siècles pour se réapproprier leur corps et pour dire leur consentement à l'acte médical. Mais surtout, ces violences sont révélatrices de la délicate question de la violence institutionnelle ici incarnée par le corps médical. Aujourd'hui, il s'agira donc de saisir ces violences à travers les qualifications juridiques, l'élaboration des bonnes pratiques et des actions en responsabilité. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous passe tout de suite la parole, Anne Simon et Elsa Suppiot, pour une courte présentation générale de votre recherche. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités à présenter notre recherche dans ce contexte et d'avoir invité Monsieur Doutrillo. Les échanges vont être très riches et on a déjà pu discuter un petit peu. Pour vous présenter en quelques mots la recherche, donc c'est une recherche qui est une recherche en droit. Nous étions une équipe de juristes avec effectivement ce point d'interrogation après une discussion générale dans la société civile qualifiant, en parlant en tout cas de violence gynécologique et obstétricale, pour nous la question de savoir est-ce que ce terme de violence gynécologique et obstétricale pouvait trouver un écho en droit, est-ce que la violence dont il était question correspondait ou non à la violence au sens juridique du terme, et ceci a été le point de départ de notre recherche, puisque nous avons interrogé finalement le droit pour savoir au regard des faits dénoncés par les différents témoignages, si le droit pouvait ou non s'en saisir. Ce qui a été intéressant, c'est qu'on a pu faire une analyse assez transversale, puisqu'on a étudié à la fois le droit pénal, le droit administratif et le droit civil, qu'on a été accompagné dans notre recherche par notamment des associations de patients. Je remercie beaucoup le CIAN, notamment, qui a beaucoup nourri nos réflexions, à la fois par les échanges qu'ils ont eus avec nous et puis par les travaux qu'ils ont menés eux-mêmes de leur côté. Mais aussi des médecins, sages-femmes, médecins gynécologues, obstétriciens, qui ont accepté d'échanger avec nous et qui ont donc pu partager leur expérience avec nous et nous ont aussi donné accès à des courriers des patientes qui étaient reçus par les services hospitaliers. Donc une recherche à la fois théorique et pratique, qu'on a voulu aussi inscrire dans le temps, et c'est peut-être sur ce point que je vais m'arrêter là à titre d'introduction. Vous le disiez, les violences ne sont pas nouvelles, elles ont émergé dans le débat public en France autour des années 2010, ce qui est relativement tard si on regarde à l'échelle internationale. En réalité, on voit les premières manifestations de revendication de la part des femmes avec le mouvement de Women's Health, Women's Health Movement.
je vais y arriver, Women's Health Movement aux États-Unis, qui est apparu dans les années 70. Et ensuite, le terme de violence gynécologique et obstétricale, il a été réceptionné juridiquement d'abord en Amérique latine, avec des décisions, avec des textes juridiques, des lois, à la fois en Colombie, en Argentine, qui donnaient des définitions des violences gynécologiques et obstétricales. Alors pourquoi est-ce qu'en France, ça a mis plus de temps à apparaître dans le débat public? Il y a plusieurs explications à ça. Et notamment le fait qu'en France, dans les années 70, la configuration sociale était assez différente, puisque c'est le moment où se posait notamment la question autour de la contraception, les questions autour de l'interruption volontaire de grossesse. Et là où il y avait eu une opposition assez radicale aux États-Unis, enfin outre-Atlantique, entre les femmes et le corps médical sur ces questions-là, en France, ces revendications féministes ont trouvé le soutien d'une partie du corps médical. Et donc, ça n'a pas produit les mêmes effets. Et donc, il a fallu que vienne s'adjoindre au mouvement féministe un autre mouvement qui est beaucoup plus général, qui a été celui réclamé par les patients d'un rééquilibrage dans la relation entre le corps médical et les patients, qui a abouti en 2002 à la loi Kouchner, du 4 mars 2002. Alors, vous allez me dire, la loi 2002, ça tout à fait d'hier non plus, mais on sait qu'entre un texte de loi et sa mise en œuvre, il peut y avoir un temps long d'imprégnation réciproque entre les textes d'application des lois et l'intégration par les praticiens des nouvelles notions introduites ou des rééquilibrages introduits par la loi. Et à cet égard, il me semble d'ailleurs que le mouvement de dénonciation, l'élan de dénonciation qu'il y a eu autour des violences gynécologiques et obstétricales a eu un effet très important dans le domaine d'appropriation aussi par les professionnels de ce texte de 2002 qui n'était pas toujours, en tout cas dans les échanges qu'on a pu avoir, pas toujours bien compris dans ses subtilités, pas toujours intégré dans certaines pratiques. On pourra y revenir. J'ai en tête l'exemple du consentement dont finalement la portée pouvait ne pas toujours être comprise, avec des soignants très anxieux d'obtenir un consentement face à un acte qui leur paraît nécessaire et qui pouvaient avoir l'impression que s'ils n'obtenaient pas ce consentement, ils engageaient leur responsabilité, ce qui n'est pas exactement ce que dit la loi. Et donc, il me semble que, à la fois pour les patientes et pour le corps médical, pour les gynécologues, les obstétriciens, les sages-femmes, tous les soignants qui sont totalement dévoués à la santé de ces femmes par ailleurs, eh bien, il y a dans ce mouvement de dénonciation quelque chose de l'ordre de la prise de conscience, d'une auto-réflexion des deux côtés sur les pratiques, sur l'expérience vécue. Et je pense que tout le monde pourra, ou peut en tout cas, ressortir grandi des échanges qui sont nés autour de ce débat, même s'il a pu être dans un premier temps assez difficile, notamment par le terme de violence qui a été utilisé et qui a pu beaucoup choquer les médecins. Enfin, il me semble que du côté des juristes, ce mouvement de dénonciation a aussi un enjeu important, puisqu'il permet d'attirer l'attention de tous les praticiens du droit, cette fois-ci, sur les enjeux humains qu'il y a derrière et sur la nécessité aussi de sanctionner quand il y a eu effectivement manquement, de sanctionner ces actes et d'apporter une réparation à la victime qui peut être une indemnisation, mais ce n'est pas toujours ce que cherchent les victimes. Elles peuvent aussi chercher tout simplement à éviter que les faits se reproduisent pour d'autres femmes ou à comprendre ce qui s'est passé dans leur vécu médical, dans leur parcours médical. Merci Elsa pour cette ouverture et pour apporter juste quelques précisions sur la présentation générale de la recherche. On va entrer après dans le vif du sujet et sur les questions plus techniques, juridiques plus techniques. Mais pour parler un peu du point de départ aussi de la recherche, on a eu le sentiment quand on a commencé à travailler sur ce sujet et quand on a vu dans ce sujet des violences gynécologiques et obstétricales un objet de recherche en droit, c'est parce que justement la demande sociale nous semblait forte.
aussi parce que pour des raisons personnelles, on était toutes les deux passées par deux parcours de grossesse et de naissance d'enfants et qu'on avait traversé des choses qui nous interrogions, qui nous permettaient de nous interroger sur ce système, la manière dont il fonctionnait, les droits des patientes et la manière dont les limites de ces pratiques pouvaient être organisées par le droit. Et aussi parce qu'on a eu plusieurs affaires qui ont été médiatisées récemment, davantage encore depuis 2014-2015. Et quand on s'en est préoccupé, 2018-2019, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qui apparaissaient dans la presse, des podcasts, à la télévision. On commençait vraiment à parler de cette question des violences gynécologiques et obstétricales. Et nous sommes posé la question, un jour, entre nous, mais que dit le droit de ces violences gynécologiques et obstétricales? Qu'en dit le droit? Quelles sont les limites juridiques qui permettent d'appréhender ce phénomène? Donc, quand je parle d'affaires médiatiques, je pense d'abord à l'affaire des touchés vaginaux imposés à des patientes endormies, à la faculté de médecine, avec derrière, en toile de fond, pour certains, quelque chose de très banal ou de très commun, ou qui ne suscitait pas en tout cas d'inquiétude particulière. Oui, les étudiants doivent bien... ces femmes sont endormies. Et ce choc de société, quelque part, où des femmes, principalement des femmes, mais la société, c'est une partie de la société, s'est offusquée que de telles pratiques existent encore, et une autre partie de la société disant mais c'est comme ça qu'on a toujours fait. Et c'est aussi de ces situations qui cristallisaient un certain nombre de questionnements, à la fois sur les limites de la protection de l'intégrité et de ce que pouvait dire le droit de ces situations. Certains auteurs, juristes, ont dit c'est du viol. Et donc, ça soulevait la question de la qualification du viol, puisqu'on sait que le viol, en droit pénal, c'est 15 ans de réclusion criminelle. Donc, on voit l'écart entre la banalité de la pratique et l'enjeu juridique qu'il peut soulever en termes de qualification. Donc, bien sûr, ces pratiques qui ont été dites interdites dorénavant de toucher vaginaux sur les patientes endormies, et puis finalement des affaires médiatiques aussi récentes de gynécologues obstétriciens poursuivis pour des faits de viol, voire de viol aggravé, qui, pareil, venaient nous interroger sur les contours de ces qualifications juridiques. Donc, sans parler de tous les hashtags, blogs qui ont fleuri sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux, qui permettaient de mettre en lumière un certain nombre de pratiques qui posaient question. Mais là, on n'est plus sur des questions de qualification, enfin pas forcément sur des qualifications de viol, mais sur des questions de propos désobligeants, de regards jugeants sur un certain nombre de pratiques sexuelles, de choix en matière d'IVG et de choses qui nous interrogeaient sur est-ce que le droit a quelque chose à en dire. Donc c'était vraiment le point de départ de notre réflexion, et assez rapidement, nous avons eu le sentiment, et ça s'est vérifié dans le cadre de la recherche, qui s'est étendue sur 2 ans, 3 ans à peu près, 3 ans peut-être, oui, au moins, oui, 3 ans. On a eu cette intuition assez rapidement qu'il existait des outils juridiques à mobiliser dans le champ des violences gynécologiques obstétricales telles qu'elles sont dénoncées, mais qu'ils n'étaient pas toujours mobilisés, et qu'on avait peut-être à penser la manière dont ils pouvaient s'articuler pour être à la fois au service des recours et des droits des patientes, mais aussi au service d'une forme de sécurisation des pratiques pour les professionnels de santé qui parfois ont une vision déformée du risque médico-légal qui peut peser sur eux, j'y reviendrai tout à l'heure, mais et donc au service de tous en réalité, cette clarification du cadre juridique. Donc c'est ce qui nous a aussi animés tout au long de la recherche. Voilà, comme ça, vous avez dit, oui. Alors je me présente, donc Yves Doutrillo, je suis conseiller d'État et je préside, et c'est la raison pour laquelle vous m'avez invité, et je vous en remercie, je préside la Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des sages-femmes. Dans votre étude, mesdames, vous avez donc mentionné le droit, donc les violences gynécologiques et obstétricales saisies par le droit, et notamment en ce qui concerne les juridictions disciplinaires. Vous y consacrez plusieurs pages, et je vous en remercie. Alors, en lisant votre étude très, très complète, je me suis demandé si alors il faut rappeler qu'il y a
26 000 sages-femmes en activité. Et donc, heureusement, toutes les sages-femmes ne font pas l'objet de procédures disciplinaires, loin s'en faut, mais une toute petite minorité qui pourraient faire l'objet de griefs contre des sages-femmes dont la situation est examinée devant ces chambres disciplinaires. Alors, il y a souvent, il peut y avoir des imprudences. On n'a pas fait ce qu'il fallait. On n'a pas alerté un médecin alors qu'on aurait dû le faire. Et il y a eu ensuite peut-être des conséquences, parfois dramatiques d'ailleurs. La mort, c'est arrivé malheureusement dans quelques cas, rares heureusement, pour la femme et pour l'enfant né mort. Et alors ça, est-ce qu'on peut qualifier ces imprudences, c'est ce manque de sérieux, sérieux qui affecte la sécurité des soins? Est-ce que c'est une violence gynécologique et obstétricale? C'est la question que finalement je me suis posée en lisant votre étude. Et je me suis dit, finalement, on a traité quand même à certaines proportions relativement élevées dans les affaires qui étaient devant nous de violences gynécologiques et obstétricales. Mais après, en interrogeant les sages-femmes, les conseillères ordinales que je rencontre de temps en temps, à commencer par mes assesseurs, puisque moi je préside, mais à droite et à gauche, ce sont des assesseurs élus par le Conseil national de l'ordre des sages-femmes, donc des professionnels qui connaissent le métier. Moi, je ne connais pas, je ne le pratique pas, vous avez compris. Et qui me disent, mais oui, mais alors là, ce serait vraiment une exception trop large du terme de violence gynécologique et obstétricale. Il faut avoir une compréhension plus limitée, plus encadrée de ce qu'est une violence gynécologique et obstétricale. Alors, effectivement, j'ai vraiment eu des cas qui sont typiques de ces VGO, puisque c'est comme ça qu'on les appelle maintenant. Je me souviens d'un cas qu'on a traité en 2020. Là, pour le coup, c'était un sage-femme qui faisait des échographies. Et là, pour le coup, la patiente s'est plainte, plusieurs patientes d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est oui, les patientes se sont plaintes, on reviendra aussi sur l'origine des plaintes, puisque le conseil départemental et le conseil national peuvent être à l'origine des plaintes. Et on a saisi le juge pénal, d'ailleurs en parallèle, mais le juge disciplinaire peut se prononcer avant que le juge pénal ne se prononce. Et là, on a, dans cette affaire-là, il avait vraiment abusé de, je ne sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, le petit appareil qui permet de faire l'échographie, voilà, dans le vagin avec des mouvements de va-et-vient, etc. Et on a estimé que c'était contraire au principe de moralité, voilà, parce que nous, on utilise nos mots, qui sont les mots issus du code de déontologie, contraire au principe de moralité et de dévouement. Il y a encore le terme de dévouement, je sais que parfois les professionnels de santé trouvent que ça fait un peu vieux jeu, mais bon, on voit ce que ça veut dire, et à l'obligation de prodiguer des soins sans se départir d'une attitude correcte et attentive avec la patiente et de respecter sa dignité.
puis en plus il y avait une récidive, semble-t-il, il y avait plusieurs patientes en cause, le juge pénal avait été saisi, et là, interdiction d'exercer pour 2 ans. Hein, pour un professionnel de santé, une interdiction pour exercer pendant 2 ans, c'est son métier, vous voyez, ça a quand même des conséquences très, très pratiques. Alors ça, on n'a pas utilisé le terme de VGO, mais on est clairement à la lecture de votre étude dans ce cadre-là. Alors en revanche, d'autres affaires, hein, dans un premier temps, j'avais l'impression d'être comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, que je traitais de VGO sans le savoir, avec tous ces cas d'erreurs de diagnostic, de la sage-femme qui veut absolument conduire jusqu'à son terme un accouchement à domicile, on a peut-être l'occasion d'y revenir, alors que clairement la personne, la parturiente, ne répond pas aux... Il faut dire aussi que les recommandations ne sont pas très claires en matière, en fait, claire de la haute autorité de santé sur l'accouchement à domicile. Mais bref, elle a mis en danger cette parturiente et elle aurait dû prévenir un gynécologue, un médecin. La personne était trop âgée, elle était en surpoids, le bébé était dans le fœtus trop gros, il y avait une césarienne auparavant. Bref, il y avait toute une série de critères qui auraient dû alerter la sage-femme, elle aurait dû déconseiller, parce qu'on parlait de consentement. Il y a parfois, là pour le coup, il appartient à la sage-femme de bien informer et de déconseiller la parturiente. Non, ne conduisez pas votre projet jusqu'au bout, c'est dangereux. Et il y a des sages-femmes qui parfois n'osent pas, qui disent qu'elles sont... Elles ne le disent pas comme ça, mais en gros, elles sont sous l'emprise de la parturiante. Hein, vous voyez, c'est une situation complètement inversée. Et au bout du compte, on a mis en danger la mère et l'enfant. Alors, est-ce que c'est une violence gynécologique et obstétricale? C'est la question que je me pose. D'après les sages-femmes que j'ai pu interroger, non, on n'est pas tout à fait dans ce cadre-là. Voilà les propos liminaires que je voulais évoquer, mais on aura l'occasion de revenir peut-être sur la question de la procédure devant les chambres disciplinaires. Merci à vous. Merci. Alors effectivement, la qualification, de quoi on parle, les mots pour le dire, c'est, on va dire, la première grande question de ce débat. Donc je vous cède la parole. Peut-être à titre liminaire, sauf si tu veux revenir dessus, sur ces histoires de qualification, peut-être par rapport au rapport et au travail que nous, on a construit. Je comprends votre impression, des fois, qu'on puisse englober peut-être des choses assez larges, parce que nous sommes partis finalement de ce qui était dénoncé, donc notamment des témoignages, des courriers effectivement des patientes, de ce qui pouvait être remonté par les associations de patients. Et dans ces témoignages, dans les faits qui étaient reprochés, il y a une grande diversité en réalité, et finalement peut-être plus qu'un acte en lui-même, ça pourra être le contexte dans lequel il a été aussi réalisé qui va faire que la patiente le ressent comme une violence ou non. Et donc nous, on est parti de ce corpus-là, qui est un corpus presque factuel, difficile à délimiter compte tenu, encore une fois, de la diversité des témoignages et des expériences, pour essayer de voir ce qui pouvait ou non être saisi par le droit. Et du coup, dans la manière dont le droit va s'en saisir, eh bien, il y a des qualifications qui vont trouver à se saisir de ces faits-là, qui vont aussi se saisir de faits peut-être assez proches, mais qui ne relèveraient pas des violences telles que, ou en tout cas qui ne seront pas vécues par la patiente comme une violence, parce que les actes vont pouvoir être comparables. Mais il y a quand même quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les violences gynécologiques et obstétricales, qui a trait effectivement à l'idée autour de l'information et du consentement. Ça, c'est des points importants. Et par exemple, dans l'exemple que vous donniez, le fait que la femme enceinte ait été à la demande. Alors, s'il y a eu un défaut d'information, peut-être qu'il y a eu violence, mais s'il y a eu l'information et qu'elle a persisté dans son projet, je ne pense pas il me semble qu'on ne rentre pas effectivement dans la catégorie de violence, alors même qu'on pourra reprocher un manquement à notamment ses obligations déontologiques à la sage-femme. Et alors, autour du consentement et de l'information,
ce qui est très intéressant, enfin, en tout cas, nous, ce qui nous a intéressé aussi quand on a étudié le corpus juridique, le consentement et l'information, c'était les deux éléments qui étaient complètement au cœur, notamment de la loi Kouchner de 2002. L'idée était de renforcer la part du patient, de la personne, d'ailleurs qui est devenue à cette occasion l'usager du système de santé, de renforcer son rôle, de rééquilibrer le pouvoir décisionnel dans la relation médecin-patient. Pour ce faire, il y avait l'idée effectivement d'asseoir, de renforcer des obligations d'information à la charge du médecin, obligations d'information qui existaient déjà bien auparavant, hein. On a des décisions très anciennes où on reproche aux médecins de ne pas avoir été recherché le consentement ou de ne pas avoir donné des informations suffisantes à son patient. Mais dans la loi Kouchner, il y a vraiment ce principe qui apparaît, qui est un principe de codécision, où on vient faire rencontrer le savoir du médecin, l'expertise du médecin, avec finalement, ce n'est pas du tout les termes utilisés par la loi Kouchner, mais peut-être quelque chose de l'ordre de l'expertise du patient. Et on voit d'ailleurs que depuis la loi Kouchner, il y a des formes, il y a le patient expert qui est apparu, et on intègre de plus en plus les connaissances qui remontent par les patients et par les associations de patients aussi. Et dans cette idée de connaissance du patient, c'est l'idée que, notamment quand il y a un choix thérapeutique ou quand il y a des questions thérapeutiques, il y a le savoir scientifique qui est celui du médecin, mais qui va s'appliquer à une personne qui a des valeurs, des contraintes quotidiennes, peut-être des croyances qui vont la conduire à faire un choix qui ne correspond pas peut-être au traitement que le médecin recommanderait de manière absolue. Il y a une question d'adaptation aussi, et dans la loi Kouchner, dans cette idée de codécision, c'est cette idée qu'il y a aussi un rôle pour le patient, il y a une part à reconnaître au patient dans ses décisions, et que ce qu'il apporte est utile aussi pour sa santé, parce que si, et ça nous a été aussi remonté par des études en sociologie, par exemple sur la contraception. Si vous n'écoutez pas les contraintes qui sont remontées par la femme, les besoins, si vous n'écoutez pas sa demande, vous pourriez, en tant que médecin, lui prescrire une contraception qui ne correspondra pas à son cadre de vie et donc qu'elle ne sera pas en mesure de mettre en œuvre de manière correcte. Et donc, on n'arrivera pas au résultat recherché. Et on peut appliquer ça dans tout un tas de situations. Et je pense que chacun d'entre nous, si on regarde, il y a pu y avoir des moments où on s'est retrouvé face à un traitement qu'on n'a pas réussi à respecter parce qu'en fait, il ne s'intégrait pas bien avec notre mode de vie, avec voilà, nos contraintes à nous. Et ce qui était intéressant, c'est de voir qu'en réalité, ça n'apparaît pas, vous le comprenez bien, en tant que tel dans la loi, dans le Code de la santé publique, dans la loi Kouchner, ni dans les révisions des textes ultérieurs, mais on trouve vraiment dans les textes de loi quelque chose de l'ordre de la prévention des violences par la part qui est accordée, par cette place qui est faite au consentement et à l'information. Et c'est pour ça qu'il y a un relais là-dessus avec les juges. L'information, ça ne peut pas juste être un formulaire d'information. Et les praticiens, mais les institutions publiques, notamment les hôpitaux, ont pu avoir tendance à développer des formulaires. Et la jurisprudence a été catégorique. Un formulaire, ça pourra prouver qu'il y a eu une information, mais ça ne prouvera pas que l'obligation d'information a été satisfaite. Parce que cette information, elle doit être loyale, elle doit être claire, elle doit être intelligible, elle doit être adaptée aux capacités de compréhension de la personne. Et on voit là tout le défi que ça peut représenter pour le corps médical. Et on y reviendra peut-être, la difficulté entre ces exigences textuelles et puis les réalités concrètes de l'exercice pratique où potentiellement les professionnels peut-être manquent de temps et manquent de formation sur ce type d'échange. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir comment dans la loi, il y a cette exigence-là autour de l'information qui n'est pas une information abstraite, bien au contraire. Or, il y a tout un tas de domaines, je pense par exemple au dépistage prénatal non invasif, qui a lieu, c'est une prise de sang dans le cadre de la grossesse où on en fait déjà beaucoup, et où certains laboratoires vous donnent une feuille où vous devez cocher qu'est-ce que vous voulez qu'on recherche ou pas, et ces formulaires sont incompréhensibles pour une femme lambda, c'est-à-dire que les associations de patients ont regardé, et je ne sais pas exactement comment elles ont fait leur étude, mais
il est ressorti qu'il fallait au moins avoir une licence 3 en biologie pour pouvoir comprendre le formulaire, ce qui exclut quand même une partie importante de la population féminine. Le consentement, c'est pareil. Le consentement, c'est pas quelque chose d'administratif. Il ne s'agit pas d'aller signer un formulaire, c'est bon, on a donné le consentement, on peut y aller. Et d'ailleurs, le consentement en matière médicale est très spécifique pour le juriste. Là où le consentement, en général, vous lie, une fois que vous avez consenti, par exemple en matière contractuelle, vous avez accepté, vous avez dit que vous alliez acheter telle chose, une fois que vous avez consenti, vous ne pouvez pas revenir comme ça aussi simplement sur votre consentement. Eh bien, ça n'est pas la règle en matière médicale. En matière médicale, vous pouvez consentir et vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. Et donc, le formulaire dans lequel vous signez en bas de la feuille au début de l'examen, avant de commencer l'entretien, si je prends un exemple d'un entretien gynécologique, vous signez un formulaire disant que vous acceptez que les examens qui sont jugés nécessaires par le médecin soient réalisés. Il n'a aucune valeur. Il n'a aucune valeur. Alors d'abord parce que la formulation que je viens de vous donner est beaucoup trop générale. Les examens, du coup, vous ne savez pas de lesquels il s'agit, de pourquoi est-ce qu'on voudrait vous faire tel ou tel examen. Et par ailleurs, vous pouvez avoir accepté un examen, par exemple un toucher vaginal, mais il se trouve qu'au moment de la réalisation, cet examen s'avère extrêmement douloureux, ce que vous ne pouviez pas anticiper, et potentiellement que le professionnel ne pouvait pas anticiper non plus. Mais du coup, comme c'est extrêmement douloureux, vous demandez à ce que cet examen cesse. Donc, vous retirez votre consentement à l'examen. Le professionnel de santé doit donc arrêter, puisque l'acte n'est plus couvert par votre consentement. Et donc, c'est extrêmement délicat, là encore, on est dans la subtilité. Et d'ailleurs, il me semble que c'est le Comité consultatif national d'éthique qui, dans un de ses avis, invitait les professionnels de santé à rester vigilants aux manifestations de retrait du consentement de la part des patients. Ce n'est pas particulièrement en matière gynécologique et obstétricale, mais à la manière dont ce consentement, à un moment, pouvait disparaître et qu'il fallait rester vigilant à cette disparition du consentement. Et là, c'est notamment parce qu'une fois que le consentement n'est plus là, il va manquer une des conditions qui autorise le médecin à porter une atteinte au corps qui, en principe, est interdite. Et là, je passe la parole à ma collègue parce que ça rejoint des questions de pénal. Je ne sais pas si le micro est bien. Oui, c'est vert. Oui, alors là, on réfléchit. Donc, il y a le volet, bien sûr, toute la dimension préventive du droit qu'on a vraiment explorée et à laquelle on a donné une vraie place dans le cadre du rapport parce que ça nous a semblé déterminant, même si initialement, quand on pensait le droit comme outil d'appréhension des violences gynécologiques et obstétricales, on pense spontanément à sa dimension sanctionnatrice. C'est la deuxième partie du rapport, mais on a toute une partie qui est consacrée à la dimension préventive du droit. Et moi, je pense que c'est une partie tout à fait essentielle de cette recherche. Et dans les conclusions de la recherche, c'est une partie vraiment intéressante et importante. Il y a tout l'autre volet, l'aspect sanction, donc on a parlé des atteintes à l'intégrité et du fait que pour quelqu'un qui fait du droit pénal et qui est habitué à mobiliser des qualifications pénales, on sait que dans le cadre médical, il existe une cause d'exonération de la responsabilité pénale qui est celle de l'autorisation de la loi. On considère qu'un médecin peut porter une atteinte à l'intégrité du corps parce qu'il y est autorisé par la loi et notamment par le Code de santé publique qui autorise à imposer des actes au corps, y compris intrusifs, y compris des actes de pénétration dans le cadre du suivi gynécologique et obstétrical, y compris des actes d'atteinte à l'intégrité, d'incision, de coups, de violence, de ce qui serait considéré comme des violences dans le droit commun si on n'était pas dans ce cadre médical de l'autorisation de la loi. Mais comme l'a dit Elsa, il y a toujours cette condition de respecter le contour de l'autorisation de la loi. Et si on lit avec attention le Code de santé publique, c'est notamment le consentement, le respect du consentement du patient, sauf dans un certain nombre d'hypothèses d'urgence vitale qu'on pourrait explorer si jamais la discussion venait sur ce sujet. Mais en tout cas, c'est des cas très exceptionnels. Donc bien sûr, il y a la question des qualifications pénales qu'on a envisagées. Et comme l'indiquait Elsa en introduction, on est parti de la pluralité des actes et des comportements qui étaient dénoncés par les patientes, essentiellement des patientes, ça peut être des patients, ou des conjoints, ou des conjoints de patientes, ou des membres de la famille de patientes, ou de personnes prises en charge par des services médicaux. On est parti de cette très grande diversité des
leur exacte qualification. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est au regard de tous ces comportements dénoncés, lesquels peuvent faire l'objet juridique et au sein de ces comportements dénoncés susceptibles de faire l'objet d'une qualification juridique, lesquels sont susceptibles d'être qualifiés de violence au sens du droit. Donc, il y a une violence en droit civil, mais là, surtout la violence en droit pénal, qu'on parle des violences volontaires, des infractions violentes, comme les agressions sexuelles ou le viol, ou encore des atteintes non intentionnelles à l'intégrité, qu'on appelle parfois des violences involontaires. Alors, ça fait penser à l'exemple que vous donniez tout à l'heure, Monsieur Doutrillo, sur la question de l'imprudence ou du comportement négligent, mais j'en reparlerai peut-être quand on parlera des bonnes pratiques. Un comportement qui est non intentionnel mais fautif, s'il est en lien de causalité avec des atteintes à l'intégrité de la personne, il peut être qualifié d'atteinte non intentionnelle à l'intégrité, de ce qu'on appelle aussi communément les violences involontaires. Donc ça peut relever du champ des violences, même si ce n'est pas toujours le cas. Ça dépend du lien de causalité qu'entretient ce comportement fautif avec l'atteinte à l'intégrité qui a été vécue. Donc quand c'est une prise en charge d'un accouchement à domicile, si la sage-femme, on considère qu'elle a commis une faute qui est en lien de causalité avec les dommages qui sont survenus sur l'enfant ou la mère, on peut éventuellement imaginer une qualification de ce type. Mais on est bien au-delà. Enfin, la recherche a conclu à une pluralité des qualifications, pas seulement en droit pénal, parce qu'effectivement tous ces comportements peuvent correspondre à des qualifications pénales diverses. On parlait tout à l'heure des propos désobligeants, on a exploré la question de l'injure, du harcèlement éventuellement, des l'intégrité, enfin tout un tas de qualifications qui, comme dans le droit commun, pourraient être appliquées parce que parfois le contexte n'est qu'un lieu dans lequel sont commises des infractions qu'on connaît par ailleurs, mais la mobilisation du droit civil aussi, civil, droit administratif et droit disciplinaire quand on parle de la qualification de où cette faute peut être génératrice de recours d'actions en responsabilité pour obtenir l'indemnisation des préjudices subis. Donc bien sûr la qualification de faute, et on a établi une typologie des fautes entre faute technique, faute d'information, faute d'humanisme, dans le cadre du rapport, qui peut se décliner dans le contentieux administratif, dans le contentieux civil ou dans le contentieux disciplinaire. Et en réalité, ce qu'on a observé dans tous ces domaines et face à tous ces comportements qui sont susceptibles d'être qualifiés, bon, déjà qu'un comportement peut répondre à plusieurs qualifications. Ça peut être une faute civile, une faute disciplinaire et aussi une infraction pénale, un même comportement. Quand on pense à cette sage-femme, ce sage-femme qui commettait des agressions sexuelles avec la sonde d'échographie par des actes de pénétration. Alors ça pourrait d'ailleurs être qualifié de viol, on y reviendra. Je vais vous donner l'exemple de la qualification de viol qui est celle qui soulève beaucoup de débats. On peut considérer que c'est à la fois une faute à la déontologie, un écart à l'égard des règles de déontologie médicale, aussi une faute au sens où c'est une faute génératrice de responsabilité civile et source d'indemnisation des préjudices subis par la patiente, mais aussi également une infraction pénale dans la mesure où un comportement qui porte atteinte, donc qui est constitué par un acte de pénétration sexuelle animé d'une intention manifestement pas strictement médicale, pourrait être qualifié d'agression sexuelle ou de viol. Donc c'est vrai que l'acte peut être, ça c'est un des éléments. Et ce qu'on a observé également, c'est que la sanction des violences gynécologiques et obstétricales pouvait conduire à une appréhension croissante de comportements qui relèvent de ce qui a longtemps été considéré comme des actes quotidiens, pas spécialement stigmatisés par les patients habituellement, mais qui là, parce qu'ils étaient imposés en dehors de toute forme de consentement. Donc on a parlé de cette question du retrait du consentement qui commence à émerger comme devant faire l'objet d'une prise de conscience. Et a été soulevée la question de la qualification des touchés vaginaux imposés systématiquement aux patientes, donc dans des suivis gynécologiques ou au moment du suivi
obstétricale, hein, parce qu'il y a eu des évolutions en termes de recommandations. On sait aujourd'hui qu'une grossesse qui se déroule de manière physiologique, c'est-à-dire sans pathologie, sans symptômes particuliers, ne nécessite pas un toucher vaginal systématique quand la patiente vient à la maternité ou au cabinet de son gynécologue, et qu'il y a un consensus scientifique sur le fait que c'est superflu, c'est inutile que d'imposer cet acte aux femmes. Donc nous, on s'est posé la question de la qualification, et c'est aussi une raison pour laquelle ça a suscité des inquiétudes au sein du corps médical, c'est que est-ce que ces actes du quotidien pourraient faire l'objet de qualifications juridiques, y compris pénales. Donc l'exemple du viol, il est intéressant de ce point de vue-là, puisque on s'est posé la question des éléments constitutifs du viol. Donc si on sait qu'un acte dans sa dimension matérielle, dans la dimension matérielle de l'infraction, un acte sexuel peut faire l'objet, caractérise en tout cas l'élément matériel du viol, on a observé de manière beaucoup plus précise et approfondie la question de l'élément moral du viol, puisque certains auteurs ont défendu le fait qu'un toucher vaginal non consenti ou même simplement non nécessaire pouvait faire l'objet d'une qualification de viol. Et donc dans le cadre de la recherche, on a approfondi ces analyses, et nous, on a, dans le cadre de la recherche, posé le principe d'une définition plus restrictive. Selon nous, l'élément intentionnel de la qualification de viol est plus exigeant que le consentement de la patiente qui est soumise à l'examen. Néanmoins, la question a été posée, et il faut, pour que le viol puisse être qualifié, une intention sexuelle, que l'acte imposé se fasse dans un contexte qui est lui-même un contexte sexuel. Mais on pourra bien sûr y revenir dans la discussion, mais voilà, je ne veux pas. Merci. Alors, je voulais simplement donc un peu poursuivre sur ce que j'évoquais tout à l'heure à propos des qualifications, s'agissant des fautes disciplinaires. Alors, je voulais simplement juste, alors je vous rassure, hein, on a une centaine d'articles, non plus que ça, dans le code de déontologie donc des sages-femmes, puisque c'est la profession qui m'intéresse en particulier. Hein, on a 66 articles. Alors, je ne vais pas tous vous les lire, vous vous en doutez, mais il y en a 4 ou 5 là, qui sont très souvent mis en avant par les plaintes, et sur lesquels on doit se prononcer, et qui souvent traduisent des erreurs de diagnostic, des imprudences, le fait que la sage-femme n'a pas fait exactement ce qu'il fallait, et au bout du compte, je reviens à ma préoccupation initiale, ça peut se traduire comme une sorte de violence. Alors, je crois l'avoir déjà cité, il y a le premier article qu'on doit trouver dans tous les ordres pour les professionnels de santé, c'est que la sage-femme exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. Donc, on respecte la parturiente ici, en l'occurrence, et pas seulement d'ailleurs la patiente, parce que parfois on utilise le terme de cliente, mais pour les professions de santé, ça fait un petit peu commercial. Or, les professions, je vous rappelle, ces professions ne doivent pas être exercées comme un commerce. Alors, il y a d'abord le respect de la personne humaine. Après, alors, il y a le consentement dont on a ici beaucoup parlé. Ça, c'est un autre article qui dit que la sage-femme doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement sa sage-femme, ici en l'occurrence, ainsi que l'établissement où elle souhaite recevoir des soins ou accoucher. Donc c'est là, on voit l'accouchement à domicile peut-être indirectement. Et elle doit faciliter l'exercice de ce libre choix. Ensuite, alors là c'est très important évidemment, en aucun cas la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et actes médicaux. Bon, là on le retrouve assez souvent cet article, hein. On a des indications sur lesquelles un monitoring est nécessaire, on le fait, mais là c'est une affaire toute récente, mais on l'a
fait pendant 15 minutes, alors qu'on aurait dû poursuivre ce monitoring compte tenu des conditions dans lesquelles se présentait l'affaire, etc. Donc c'est des choses qui sont arrivées alors, en structure, là pour le coup, hospitalière, etc. Donc, alors il y a aussi des prescriptions faites par les sages-femmes au-delà de leurs compétences. Alors, je pense notamment les conditions dans lesquelles on peut provoquer l'accouchement avec, alors, ça s'appelle Proceps, c'est ça? Propes, merci. Et là, la sage-femme ne pouvait pas le faire dans ces circonstances-là, en tout cas dans son cabinet. Et donc, elle a mis en danger la parturiente. Ensuite, là, encore une fois, la question du débordement, c'est pas très français ça, de la compétence, c'est-à-dire que dans l'exercice de sa profession, la sage-femme ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, effectuer des actes, donner des soins, formuler des prescriptions dans des domaines qui débordent sa compétence, hein, comme ce fameux procédé auquel je viens de faire allusion, ou dépasse ses possibilités. Et si elle le fait, là, on peut mettre en danger la sécurité des soins et mettre en danger la patiente, voire le bébé à naître. Et alors, dans le même ordre d'idées, l'article suivant, la sage-femme doit s'interdire dans les investigations ou les actes qu'elle pratique, comme les traitements qu'elle prescrit, de faire courir à sa patiente ou à l'enfant à naître un risque injustifié. Donc, même si faire courir un risque, et même si au bout du compte, après, les choses se passent pas trop mal, elle a quand même fait courir un risque. Et peut-être qu'il y a eu une perte de chance. Là, ça rejoint ce que vous disiez sur la responsabilité civile. Ensuite, voilà, je vais peut-être m'arrêter ici dans cette énumération, mais vous voyez que il y a aussi évidemment le principe sacro-saint de la continuité des soins. Alors on a eu le cas comme ça d'une sage-femme qui pratiquait l'accouchement à domicile, puis elle s'est rendue compte que ça allait mal se terminer. Bon, elle a le réflexe d'appeler le SAMU, mais quand le SAMU arrive, elle a disparu de la circulation, quoi. Elle avait tellement peur qu'il y ait éventuellement des suites, voire des suites pénales. D'ailleurs, il y a eu des suites pénales, qu'elle a disparu. Donc c'est tout à fait contraire au principe de continuité des soins. La même sage-femme, d'ailleurs, dans une autre affaire précédente, avait carrément, enfin c'était peut-être un peu mieux, j'en sais rien, elle a quand même amené la femme jusqu'à l'hôpital, et puis elle l'a abandonnée sur le parking de l'hôpital, parce que visiblement la sage-femme ne voulait pas apparaître devant les services d'urgence, etc. Donc là, ça pose un problème au regard de la continuité des soins qui doit être assurée quelles que soient les circonstances. Il ne faut pas abandonner ses patientes, etc. Donc, voilà quelques articles du Code. Ce sont les articles qu'on utilise les plus souvent dans toutes ces affaires-là. Et ce sont tous ces articles, toutes ces qualifications juridiques qui pourraient, le cas échéant, être regardées comme des sortes alors indirectement, comme des sortes ayant comme effet une sorte de violence pouvant être ressentie par les femmes en cause, pas en cause, mais concernées par ces actes ou ces absences d'actes, comme des violences gynécologiques et obstétricales. Donc, encore une fois, avec votre étude, peut-être que pourra m'amener à avoir un autre regard, mais encore une fois, mon regard en tant que président de cette Chambre, en tant que conseiller d'État, mon regard n'est pas suffisant parce que je suis extrêmement dépendant du regard de mes assesseurs, qui sont des professionnels, qui savent, en principe, hein, elles ont été élues pour ça d'ailleurs, je vous rappelle qu'elles sont élues et ensuite complètement indépendantes du Conseil national qui les a élues, parce qu'elles sont élues pour un mandat, c'est 3 ans ou 6 ans 6 ans, pour un mandat de 6 ans, et qui est irrévocable. Donc elles jugent en toute indépendance. Et en tant que professionnelles sage-femme, elles pourront me dire, par exemple, que l'acte de ce sage-femme qui fait l'échographie, compte tenu du dossier, il était tout à fait inutile de faire ces va-et-vient vaginaux avec la sonde. Il fallait simplement se promener sur le ventre pour aller voir le
bébé par l'échographie. Et donc, elle s'appuie sur le dossier, enfin toutes les pièces qu'on a au dossier, et ça, c'est l'acte superflu auquel vous avez fait allusion ici. Donc, l'étude est utile et claire, mais en l'état actuel des textes, sauf le cas, encore une fois, de cette échographe, je n'ai pas encore été confronté à... Parce qu'après, il faut rédiger. Une fois qu'on a eu l'audience, après le délibéré, l'audience en public, le délibéré uniquement le président, la greffière et les assesseurs. Après, c'est le rôle du président de rédiger. C'est là que les problèmes commencent. Parce qu'il faut que cette rédaction soit limpide et claire et que toutes les personnes destinataires de cette décision comprennent le raisonnement. Alors, est-ce que dans ce raisonnement, on aura besoin d'utiliser, dans certains cas, ce concept de VGO ou pas? C'est la question que vous m'avez posée avec votre étude et qui va certainement m'inspirer dans les prochaines décisions que j'aurai à rédiger. Alors, je précise aussi que je le rédige. Et après, je soumets cette rédaction à nouveau aux assesseurs, parce qu'il y a parfois des considérations un peu techniques et complexes. Alors, pour les fautes, vous avez beaucoup parlé des différentes catégories de fautes, et notamment la faute d'humanisme. Alors, on trouve ça aussi chez nous. Là, récemment, manque d'empathie, tout simplement. Il n'y avait pas de faute technique. Le monitoring auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, on avait limité à 15 minutes. En fait, mes assesseurs m'ont dit que ce n'était pas la peine de poursuivre ce monitoring compte tenu des circonstances. Mais quand même, cette femme souffrait et la sage-femme aurait dû être davantage disponible dans cette structure hospitalière. Certes, il y avait d'autres femmes qu'il fallait suivre, mais un minimum, il faudrait peut-être dire un maximum d'ailleurs, d'empathie est évidemment nécessaire. Donc on a aussi des fautes d'humanisme, comme vous le disiez, qui peuvent être caractérisées. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là, parce qu'il y a d'autres sujets ensuite. Oui, effectivement, donc imprudence, pratique malaisée, manque d'empathie, ça pose la question finalement des bonnes pratiques. Et c'est un peu donc la deuxième grosse question qu'il s'agit de débattre. J'avais juste envie de réagir à ce qui a été dit par Monsieur Doutreau. Ça rejoint bien sûr la question des bonnes pratiques de toute façon, puisque cette question des bonnes pratiques, elle irrigue le projet et on y retourne régulièrement. Par rapport à ce que vous disiez sur le fait de faire encourir des risques à ces patients, il y a parfois une confusion, à mon avis, et c'est quelque chose qu'on a essayé de lever comme ambiguïté. Ce n'est pas la même chose pour un professionnel de faire naître un risque pour la patiente que d'assumer les risques que la patiente prend elle-même. Enfin, il y a parfois une confusion, une espèce d'assimilation entre la patiente fait un choix qui la met dans une position où elle prend un risque, et le soignant peut avoir le sentiment que c'est lui qui fait naître ce risque ou qu'il devrait assumer les conséquences de ce risque, alors même que juridiquement, il n'y a pas d'identité entre les deux. Une mauvaise décision d'un soignant qui fait naître un risque dans la personne du patient, c'est une chose. Un patient qui accepte de prendre un risque pour lui, c'est autre chose. Donc ça, c'était une remarque que je voulais faire. Et à mon avis, ça peut être une clé de distinction entre est-ce qu'il y a une faute ou pas du soignant à ce moment-là. L'autre élément, vous avez évoqué la question des accouchements à domicile et du fait de ces sages-femmes qui sont susceptibles d'abandonner leurs patientes parce qu'elles ne veulent pas entrer en confrontation ou avec les autorités ou avec le SAMU ou avec les services de maternité. Il y a quand même une grosse difficulté, c'est quelque chose. Alors nous, on a eu assez peu de plaintes qui concernaient des accouchements assistés à domicile parce qu'effectivement déjà ils sont peu nombreux. Et puis, c'est pas tellement en tout cas, ça ne correspond pas à l'un des aspects des violences gynécologiques et obstétricales tels qu'on l'a abordé dans le cadre de la recherche, parce qu'en fait, dans les courriers de plainte qu'on a eus, c'était pas représenté. Mais en tout cas,
la question de la continuité de la prise en charge des accouchements assistés à domicile, c'est une vraie problématique parce qu'il y a beaucoup de services de maternité qui sont très hostiles à la pratique des accouchements à domicile et qui donc peuvent être un peu, pourraient avoir envie de sanctionner à la fois la sage-femme qui fait l'accouchement assisté à domicile, mais aussi la patiente qui arrive au sein des services de maternité. Et pour lutter contre ce phénomène qui est observé quand il y a des pratiques d'accouchement assisté à domicile, c'est-à-dire une vraie hostilité du service médical et parfois des conflits même avec la sage-femme qui a pratiqué l'accouchement à domicile, à Paris, à la Salpêtrière, il y a une consultation qui a été mise en place. C'est unique en France pour l'instant, mais c'est sans doute la voie qui devrait être prise pour une meilleure prise en charge des patientes et pour une sécurisation de ces décisions d'accouchement assisté à domicile. C'est une consultation qui est faite à la Pitié-Salpêtrière, en l'occurrence à Paris, et qui permet de centraliser les dossiers des femmes qui décident d'accoucher à la maison et qui savent que s'il y a un transfert, elles seront prises en charge dans de bonnes conditions à la Salpêtrière. Mais il y a plein d'endroits en France où quand on décide d'accoucher à la maison, on arrive à la maternité et c'est extrêmement compliqué. Donc cette coordination des soins et cette continuité des soins, elle doit être pensée pour les sages-femmes qui font ces accouchements à domicile, mais aussi par les services de maternité qui sont destinés à recevoir des femmes qui doivent être transférées parce qu'elles ont pris cette décision de faire un accouchement à la maison. Donc ça, c'était juste pour réagir à vos observations. Et s'agissant des bonnes pratiques, je vais bien sûr laisser Elsa aussi en parler parce que les bonnes pratiques sont sont organisées de manière très inégale en fait, ou en tout cas sont formalisées de manière très inégale s'agissant des pratiques en matière de gynécologie et d'obstétrique. Mais c'est identifier la bonne pratique ou les bonnes pratiques, c'est un élément déterminant des qualifications juridiques. Bien sûr, quand on réfléchit à la faute, et vous-même, pour les juridictions ordinales, il s'agit de savoir si le professionnel de santé a eu une pratique conforme ou non à la déontologie et aux règles de l'art de sa profession. En matière de faute génératrice de responsabilité civile, il s'agit de savoir si le comportement s'est écarté du standard du professionnel de santé normalement raisonnable. Donc, ça nous renvoie à ces bonnes pratiques. Et puis, en droit pénal aussi, bien sûr, quand on parle des atteintes non intentionnelles à l'intégrité, il s'agit d'identifier une imprudence, une négligence, un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, qui peut nous renvoyer au code de déontologie médicale et qui nous renvoie plus généralement à cette qualification de faute. Donc, bien sûr, l'identification des bonnes pratiques, elle est cruciale. Donc, ça pose la question de la source des bonnes pratiques, de la manière dont ces bonnes pratiques sont intégrées au sein des pratiques des professionnels de santé. Et ça pose une difficulté qu'on a rencontrée à plusieurs reprises, c'est l'inconsistance, si je peux le dire comme ça, des pratiques en matière de gynécologie et d'obstétrique avec des pratiques très différentes d'un service de maternité à l'autre, en termes par exemple de pratiques des épisiotomies. Le Monde avait publié à un moment donné des critères de prise en charge dans les maternités. Il y avait telle maternité qui avait un taux d'épisiotomie pour les primipares à plus de 40%, et puis une autre où on était à 5%. On se dit, c'est quoi la bonne pratique en matière d'épisiotomie? De la même façon pour les déclenchements. Un déclenchement qui va générer généralement des cascades d'interventions qui vont s'enchaîner parce qu'un déclenchement à l'ocytocine, c'est des contractions qui sont provoquées, des femmes qui sont prises en charge et parfois qui ont besoin qu'on pousse l'ocytocine avec parfois des détresses fétales, et puis s'il y a une détresse fétale, il faut ensuite intervenir, et éventuellement une césarienne, etc. Enfin, ça peut générer ce type de situation, et il y a des maternités qui vont déclencher, voire parfois un peu avant le terme, s'ils estiment que c'est le moment. Parfois, je dis plus 1, parfois, je dis plus 2, parfois, je dis plus 4, parfois, je dis plus 6. Bon, on est un peu au maximum de ce qu'on trouve en France, en tout cas dans les recommandations. On va pas au-delà. Mais ça, pour les patientes, ça pose la question de ce qu'est la bonne pratique en matière de déclenchement des accouchements et des praticiens qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres sur ces règles-là. Alors, je prends la suite. Juste, je reviens un tout petit peu en arrière. Quand vous avez évoqué la continuité des soins, ça m'a fait penser à une affaire sur laquelle on a travaillé dans le cadre du rapport, qui n'était pas du tout dans le cadre de l'accouchement assisté à domicile, mais qui concernait un anesthésiste dans la salle d'accouchement, qui, suite à un désaccord au sein de l'équipe médicale, a abandonné sa patiente, qui n'a donc
pas pu bénéficier immédiatement de la péridurale sur laquelle elle comptait vraisemblablement un petit peu. Et l'autre point aussi qui rejoint la question de la détermination des bonnes pratiques, c'est que, et je trouve ça très intéressant, vous avez énuméré un certain nombre de textes qu'on trouve dans le code de déontologie. Et ça m'a frappé parce que dans nos échanges avec les professionnels de santé, qu'il s'agisse des médecins ou des sages-femmes, évidemment, leur corpus juridique de référence, c'est le code de déontologie. Mais c'est tellement vrai qu'ils en viennent parfois à oublier que le code de déontologie est intégré dans le code de la santé publique, dans la partie réglementaire, et qu'à ce titre, ces règles-là trouvent à s'appliquer dans le respect de toutes les dispositions légales qui sont aussi dans le code de la santé publique. Et donc notamment par exemple vous évoquiez le fait de prodiguer des soins qui soient effectivement conformes, etc. C'est une exigence qu'on trouve dans les codes de déontologie. Et ce qu'on ne retrouve pas dans le code de déontologie, mais qu'on trouve dans la partie légale, c'est l'obligation de respecter le refus de soins, qui a été modifié en 2016. Jusqu'en 2016, il y avait une obligation de respecter le refus de soins, avec à charge pour le médecin, s'il y avait un risque vital pour le patient, de convaincre, de tout mettre en œuvre pour le convaincre. Et cette dernière partie, tout mettre en œuvre pour le convaincre, avait suscité un malaise très important chez les médecins, et notamment parce que du coup, ils ne savaient pas jusqu'où ils devaient aller, c'est-à-dire est-ce qu'ils devaient obtenir le consentement ou est-ce qu'ils pouvaient juste expliquer et puis accepter qu'il y ait un refus, avec derrière la question évidemment de leur responsabilité. Et de l'autre côté, du point de vue du juriste, la question du forçage du consentement. Et on a eu des exemples, on pourra y revenir plus tard, sur le forçage du consentement. Je vous dis ça parce que, en fait, c'est très intéressant. Souvent, en tout cas ce qu'on a pu constater, nous, dans la relation avec les professionnels de santé, c'est qu'il y a cette connaissance des règles déontologiques et des règles de bonne pratique dont on va voir effectivement qu'elles émanent de différents endroits, de différentes bouches. Mais il y a souvent une bien moindre connaissance de l'articulation entre ces règles déontologiques et ces règles de bonne pratique et des dispositions légales qui, pourtant, leur sont supérieures. Et alors ça, c'est vraiment intéressant. Et a fortiori, quand on est sur les bonnes pratiques, donc les règles de bonne pratique, elles peuvent émaner de la Haute Autorité de Santé ou d'une institution comparable. Il faut savoir qu'il y a une partie des avis de la Haute Autorité de Santé, au demeurant, qui pourront se voir revêtir un caractère réglementaire, donc qui pourront être reprises et qui auront donc la même force obligatoire qu'un texte réglementaire. D'autres ne seront pas reprises à titre réglementaire et donc auront une simple valeur d'avis. Et ce sont des recommandations. Et pour un juge, quand il doit apprécier l'existence ou non d'un professionnel de santé, c'est ce que vous disiez, les magistrats ne sont pas médecins. Et donc, ils vont se référer notamment à ces avis. Il va y avoir les avis qui vont émaner d'autorités publiques comme celle-ci. Il y a les recommandations de bonne pratique qui vont émaner des ordres professionnels, qui peuvent aussi se saisir de certaines questions, qui pourront, ces avis-là, être repris par les hautes autorités de santé ou non. S'ils ne sont pas repris, ils n'ont pas de valeur légale, mais là encore, en réalité, en pratique, les magistrats, en cas de contentieux, vont aller regarder ce que disent les ordres professionnels sur telle ou telle pratique. Et après, il y a un autre niveau encore qui est lié dans les institutions publiques, notamment à l'hôpital, qui est lié à l'organisation du service. Et là, c'est le chef de service aussi qui va pouvoir orienter les protocoles qui vont être applicables dans le service, ce qui peut notamment expliquer des divergences d'une maternité à une autre. Donc ça peut être assez compliqué de s'y retrouver. C'est un enjeu qui est extrêmement important puisque effectivement, il va y avoir la question de l'appréciation de la faute, de l'existence ou non d'une faute. Et c'est d'autant plus important que ces avis, alors il y a deux remarques que je voudrais faire. Ces avis, ils vont évoluer dans le temps. Et à ce titre, je vous invite à aller les regarder. D'ailleurs, dans le cadre de la recherche, on a fait des capsules vidéo qu'on a appelées les grands témoins, où on a été interrogé alors différentes personnes, associations de patients, des médecins, des auteurs, des sociologues, qui, sur un format de 30 minutes à peu près, nous parlent de leur regard sur les violences gynécologiques et obstétricales. Et notamment, l'un d'entre eux, qui est un chef de service, faisait valoir que, bien sûr, il y a des pratiques qui aujourd'hui ne sont plus acceptées, mais qui, à une certaine époque, était la référence. Et que de la même manière, il y a un certain nombre de pratiques qui sont aujourd'hui regardées comme étant la référence
qui dans quelques années, sans doute, seront considérées comme étant totalement inacceptables. J'ai oublié le deuxième point que je voulais vous dire, du coup je vais m'arrêter là. Trio, vous voulez réagir sur les bonnes pratiques? Oui. Alors, tout à l'heure, on échangeait là sur la question des relations entre la patiente et la sage-femme. C'est à propos de l'accouchement à domicile, mais ça pourrait être également dans d'autres solutions, dans d'autres situations où la patiente insiste pour un accouchement à domicile, alors que la sage-femme considère que là, il y a un risque de mise en danger, puisque c'est cet article-là, notamment du Code de déontologie, qui est en cause. Alors, simplement, le devoir de la sage-femme, il y a certes la continuité des soins, mais elle a une obligation d'information auprès de la patiente. Et il y a aussi une autre disposition dans tous ces codes, c'est qu'il est toujours possible pour un professionnel de santé de refuser les soins. Alors ça peut être pour des raisons de clause de conscience, mais là en l'occurrence c'est pas tout à fait ça, c'est parce qu'elle considère que dans cette situation-là, elle n'est pas en situation de délivrer des soins en toute sécurité et qu'elle considère que c'est son devoir de refuser les soins. Et comme elle doit assurer la continuité, elle doit amener cette femme par tous les moyens de force, je ne sais pas, mais en tout cas prévenir le SAMU que là, il y a vraiment une situation d'urgence. C'est un peu comme ça qu'on peut résoudre cette contradiction entre le consentement, le libre choix d'un côté et le refus de soins pour des raisons de sécurité des soins ou d'insécurité des soins. Alors sur les recommandations, et toujours, alors vous allez me dire, je suis peut-être un peu obsédé avec cette histoire d'accouchement assisté à domicile. Pourquoi? Parce qu'on a eu des situations vraiment très, très pénibles. Et puis alors un avocat particulièrement pénible aussi, qui défendait la sage-femme mise en cause, ou les sages-femmes mises en cause dans plusieurs affaires. Et alors, il a voulu nous emmener dans un débat sur ces recommandations de la Haute Autorité de Santé. En réalité, il n'existe pas de recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé sur l'accouchement à domicile. Il y a des recommandations sur l'accouchement, mais quelque part, il est même écrit que cette recommandation ne s'applique pas à l'accouchement à domicile. Et donc, l'Ordre national des sages-femmes a demandé à la Haute Autorité de Santé à ce que celle-ci réfléchisse à de telles recommandations qui me paraissent, à mon avis, indispensables. Alors, encore une fois, ce n'est pas tellement qu'il y ait énormément de cas, mais parmi les cas d'accouchement à domicile, il y a quand même des situations vraiment, vraiment graves. Donc, il faudrait des recommandations. Donc, nous, les juges, on est obligés de lire ces recommandations d'une manière négative, en quelque sorte, puisque la Haute Autorité de Santé, alors il y a des textes de 2015, un autre de 2022, dont l'avocat prétendait que la recommandation 2022 avait rendu caduque, ce qui est faux, la recommandation 2015. Donc les textes se télescopent et doivent être lus ensemble. Donc tout ça, ça donne quand même une impression de manque de clarté. Ces recommandations peuvent faire grief et peuvent faire l'objet d'ailleurs de contentieux devant le Conseil d'État, puisque la Haute Autorité de Santé est une autorité nationale. Et donc le Conseil d'État a déjà dû se prononcer sur telle ou telle recommandation, pas celle-là. Mais franchement, pour les présidents de chambres nationales ou chambres régionales, ces recommandations manquent de clarté en ce qui concerne l'accouchement à domicile. Donc il faut les lire de manière négative, puisque là, il vous explique ce que c'est qu'un accouchement physiologique ou un accouchement pathologique. Il est hors de on comprend qu'il ne faut absolument pas faire d'accouchement à domicile quand on se trouve dans une situation pathologique. Vous voyez, il faut interpréter négativement les recommandations pour savoir si oui ou non on est dans une situation où on peut avoir un accouchement à domicile. Donc voilà, à propos des recommandations, oui, elles sont indispensables pour les professionnels et pour les magistrats, mais en l'état actuel des choses, elles ne sont pas tout à fait satisfaisantes, en tout cas pour l'accouchement à domicile. Alors sur l'information, parce qu'on a aussi beaucoup parlé d'information, il y a évidemment l'obligation d'information dans le fameux colloque singulier entre le
accoucher. Il y a énormément d'informations qui parfois peuvent vous inquiéter, et peut-être à bon escient, mais parfois aussi à mauvais escient. Et il y a un devoir maintenant pour les professionnels de santé de communiquer. Alors, on ne va pas les obliger à avoir un site internet, mais c'est une recommandation. Et là, pour le coup, il y a des recommandations des ordres de santé à leurs professionnels pour qu'ils n'hésitent pas à participer à des actions pédagogiques, y compris par voie publique, type internet. Voilà. C'est pour compléter le propos sur l'information. Il n'y a pas que l'information spécifique dans le colloque singulier, mais il y a l'information générale auxquelles peuvent contribuer les professionnels de santé. Alors, très rapidement, mais parce qu'en fait, il faut passer à la dernière question qui est fondamentale, qui a été abordée là dans vos échanges, c'est la question donc de la responsabilité. Alors, sur la responsabilité, je vais y venir, mais juste là, les propos me faisaient penser à quelque chose, et je pense que c'est en lien, parce que dans la responsabilité, là, on va parler de la responsabilité des professionnels, mais ce qui vient d'être marqué avec l'absence d'avis de la Haute Autorité de Santé, c'est aussi la responsabilité des pouvoirs publics. Et dans cette question des violences gynécologiques et obstétricales, je vous disais au début que le terme est apparu en Amérique latine. Alors, je vous ai parlé de la Colombie, mais c'était le Venezuela en premier, en 2007. Et la définition qui en est donnée dans la loi vénézuélienne, c'est l'appropriation du corps et des processus reproductifs des femmes par le personnel de santé qui se manifeste par un traitement déshumanisant, un abus de médicalisation et une pathologisation de processus naturels entraînant une perte d'autonomie et de capacité de décision libre sur son corps et sa sexualité, qui affecte négativement la qualité de vie des femmes. Et à cet égard, effectivement, il n'y a pas d'interdiction pour les femmes d'accoucher chez elles. Au contraire, si on regarde le Code civil sur le texte qui prévoit la déclaration de naissance, il est dit « si la femme n'accouche pas chez elle », donc c'est censé être l'exception d'après le Code civil. Ça a été l'exception jusque dans les années 50. Et ça s'explique aussi parce que les taux de mortalité jusqu'au 19e sont restés beaucoup plus élevés à l'hôpital qu'à la maison, pour des raisons d'asepsie et autres. Donc il n'y a pas d'interdiction pour les femmes d'accoucher chez elles. Ceci étant, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il y a peu d'alternatives. Il y a les maisons de naissance qui ont fait l'objet d'un avis de la Haute Autorité de Santé, qui ont été d'abord introduites à titre expérimental et qui se sont ensuite développées, mais qui sont encore très peu nombreuses. Il y a l'accouchement assisté à domicile et il y a les plateaux techniques. Chacun soulève un certain nombre de difficultés qu'on aborde dans le cadre du rapport, mais en tout cas, il me semblait important de dire que là-dessus aussi, il y a quand même un enjeu, puisque il peut y avoir un choix. En tout cas, le droit n'interdit pas ce choix. Et en fait, il n'y a pas, ce choix peut être rendu difficile, d'autant plus difficile que les politiques actuelles sont plutôt à fermer les petites maternités pour des raisons qui peuvent être totalement entendables, notamment de sécurité, parce qu'ils ont du mal à avoir du personnel pérenne sur ces petites maternités, mais du coup avec des maternités qui sont très éloignées des domiciles des femmes enceintes, et ce qui soulève d'autres difficultés. Mais venons-en à la responsabilité, justement. Donc en ce qui concerne les procédures, donc nous dans le rapport on a abordé à la fois les procédures devant des juridictions, et on a entendu le terme juridiction de manière un peu large en incluant notamment les ordres professionnels, mais il faut quand même garder à l'esprit qu'en matière de violences gynécologiques et obstétricales, dans ce qu'on a pu en tout cas en constater de ce qui nous a été relayé dans nos échanges à la fois avec les praticiens et les associations de patients, une grande majorité du contentieux est absorbée par ce qu'on appelle en droit les modes alternatifs de règlement des différends, et notamment par la médiation. Médiation qui est organisée maintenant de manière quasi institutionnalisée au sein des hôpitaux, qui peut être organisée autrement. Et donc la médiation va absorber vraiment une grosse partie du contentieux, je ne vais pas avoir à peu près 80%, mais de ce qu'on peut en constater. Ça s'explique notamment par les difficultés d'accès à la procédure et par la complexité de ces procédures. Non pas que chaque procédure soit particulièrement complexe en tant que telle, mais se retrouver entre les différentes procédures possibles soulève un réel défi pour les patientes qui doivent être accompagnées par les professionnels du droit, notamment sur cette question. En fonction de la situation, toutes les procédures ne seront pas ouvertes. Je pense qu'on va en reparler après, mais la voie pénale, par exemple, suppose que les éléments constitutifs d'une infraction pénale soient caractérisés. Sinon, la voie pénale
est exclu. Or, c'est souvent le premier réflexe des personnes qui ont été notamment blessées dans leur corps que de vouloir obtenir une sanction pénale. Et dans tout un tas d'hypothèses, encore une fois, les éléments constitutifs d'une infraction pénale n'étant pas caractérisés, la voie pénale sera fermée. Et souvent, en tout cas c'est ce que nous ont relayé les patients et les associations de patients, se tourner vers les juridictions administratives ou judiciaires ne paraît pas forcément satisfaisant parce que dans ce cadre-là, ce qui va pouvoir être obtenu, c'est essentiellement une indemnisation des dommages et intérêts. Et les patients font valoir que ce n'est pas le médecin qui va payer, mais l'assurance du médecin. Alors on essaye quand même dans le rapport d'expliquer que oui, bien sûr, c'est l'assurance qui va couvrir le montant, mais que ça a une incidence énorme pour le professionnel de santé et c'est pas non plus un hasard s'ils essayent de ne pas se faire condamner. Enfin, voilà, c'est pas neutre pour eux en termes de réputation, en termes de prime d'assurance par la suite. Et donc il y a un véritable enjeu, ça a un véritable effet sanctionnateur. Par ailleurs, il y a les procédures devant les ordres qui peuvent être aussi mobilisées par les patients et qui peuvent l'être, et ça c'est intéressant, y compris quand il n'y a pas eu de dommage. Parce que pour aller devant la juridiction administrative ou devant la juridiction judiciaire, il faut la réunion des conditions d'engagement de la responsabilité. Alors je le dis très schématiquement, mais il va falloir une faute, on en a parlé tout à l'heure. Il va falloir un dommage, c'est-à-dire qu'il y ait un préjudice subé. Soit une atteinte corporelle, soit une atteinte psychologique, mais il faut un dommage qui ne soit pas minime pour justifier une indemnisation, et il faut un lien de causalité entre la faute et le dommage. Donc ça soulève des questions probatoires importantes, évidemment, et puis ça soulève cette question du dommage. Il peut y avoir des hypothèses où vous n'avez pas forcément subi un dommage, par exemple sur un défaut d'information. Il n'y a pas eu vous ne regrettez pas le choix qui a été fait, mais il n'y a pas eu de dommage particulier. La situation ne se serait pas déroulée autrement si vous aviez eu une meilleure information, mais vous êtes choqué par le fait de ne pas avoir reçu cette information, alors que vous auriez dû l'avoir. Comme il n'y a pas eu de dommage, vous ne pouvez pas agir devant le juge judiciaire. Par contre, vous pouvez aller devant l'ordre, parce qu'il y a eu un manquement déontologique de la part du professionnel de santé. Donc il y a des hypothèses comme ça où il y a certaines voies qui seront fermées, d'autres pas. Par ailleurs, vous pouvez agir devant l'ordre et saisir une juridiction administrative ou une juridiction judiciaire. Alors la différence entre administratif et judiciaire, ça va être le cadre libéral ou hospitalier dans lequel les faits se sont produits. Il faut qu'on aille vite. Je crois que le imparti à la discussion est bientôt. On pourrait mentionner les obstacles procéduraux. On n'a pas le temps de faire le tour de toutes ces procédures. La question, je fais une petite parenthèse là-dessus sur le recours à la médiation. En fait, ce qu'on a observé dans le cadre de la recherche, c'est que en réalité, les plaintes qui donnent lieu éventuellement à des courriers, quand ces courriers sont rédigés, quand les patients rédigent ces courriers, on a des courriers, éventuellement une procédure de médiation organisée au niveau du service avec les professionnels impliqués. Ça va rarement plus loin. Parfois, on va au niveau de l'ordre. Mais en réalité, il y a un gros écrémage qui se fait en amont et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'objets de plainte qui n'iront pas devant une juridiction, ça c'est certain. Donc il y a des obstacles procéduraux, il y a la question de la culture des professionnels du droit dont on a parlé, à la fois des avocats qui ont pas souvent une activité relativement segmentée, donc qui ne vont pas forcément appréhender la problématique dans son ensemble et dans la pluralité des options procédurales qui s'ouvrent. Il y a la question aussi de la sensibilité ou de la culture des professionnels du droit qui, quand on pense au ministère public, pour en avoir parlé avec des juges d'instruction ou avec des membres du parquet, qui n'ont pas forcément pensé la question des atteintes à l'intégrité dans un cadre médical par le prisme du droit pénal. Et ça, c'est des choses qui vont... Enfin, ce rapport peut avoir pour effet de faire regarder, en tout cas, ces situations autrement, avec des atteintes à l'intégrité qui ne doivent pas être tolérées ou parce qu'elles sont contraires au droit ou parce qu'elles sont susceptibles de caractériser des infractions qui pourraient être sanctionnées. En tout cas, il n'y a rien d'impossible, en tout cas, dans cette mobilisation. Je ne vais pas entrer dans le détail. On pourrait parler de la question de l'accès des patientes à leur dossier qui doit être amélioré, la question de l'expertise et de la manière dont les femmes peuvent mieux vivre les expertises auxquelles elles sont soumises dans le cadre de ces médiations ou de ces procédures juridictionnelles. On pourra y revenir dans le cadre de l'échange, mais en tout cas,
toutes ces procédures et la mise en œuvre de ces procédures et la clarification de ces procédures participent nécessairement de la construction d'un cadre qui est rassurant pour les patientes, mais aussi d'un cadre clair et accessible pour les professionnels. Alors, brièvement, compte tenu du temps, sur les questions de procédure, alors, c'est vrai que ça paraît compliqué, hein, juge administratif, juge civil, juge judiciaire civil, juge pénal, juge ordinal. C'est d'autant plus compliqué que parfois on peut faire tout à la fois. Et alors l'avantage à la justice ordinale, je ne peux pas faire de publicité, c'est que, vous l'avez dit d'ailleurs, elle est gratuite, en principe elle est plus rapide. Et d'ailleurs, quand la victime bénéficie d'un jugement définitif ordinal, elle peut le faire valoir utilement devant le juge pénal et devant le juge de la responsabilité. Hein, on voit souvent des interactions entre les différents juges. Alors, dans le rapport, vous évoquez aussi la Convention d'Istanbul et le fait que dans nos procédures, il y a une conciliation obligatoire quand il y a une plaignante, patiente, qui se plaint contre une professionnelle. Et dans la Convention d'Istanbul, il est dit que mettre en contact, en quelque sorte, je n'ai pas vérifié l'article, mais je pense que c'est son sens, la victime et le potentiel ou la potentielle auteur des faits critiqués, ça peut être un choc psychologique pour la victime. Alors, la réponse à ça, c'est que quand réellement, si on devait se retrouver devant des situations de violence gynécologique et obstétricale, à ce moment-là, c'est l'ordre qui va lui-même s'en saisir suite à une plainte qu'il aurait reçue. Et quand l'ordre décide de porter plainte, là, il n'y a pas de conciliation. Et ça peut être d'ailleurs même l'agence régionale de santé, hein, quand elle a été saisie également. Donc la conciliation n'est à ce moment-là pas du tout obligatoire. Il n'y a même pas de conciliation. Ça, c'était le deuxième point que je voulais évoquer. Et le troisième point, c'est le rappel, mais vous l'avez dit, c'est l'indépendance des procédures. Il nous arrive parfois que des soignants nous demandent, quand nous sommes saisis, un sursis à statuer parce que le juge pénal doit se prononcer. En général, nous refusons le sursis à statuer. Nous pouvons nous prononcer sur les fautes déontologiques. Et en général, nous le faisons beaucoup plus vite que le juge pénal. Donc voilà, c'est comme ça qu'il y a interaction entre éventuellement les trois juges qui peuvent être impliqués. Voilà les quelques petites remarques que je voulais faire, notamment sur la question de la conciliation et de la Convention d'Istanbul, puisque je crois que la France l'a ratifiée assez récemment. Hein. Merci beaucoup. Alors, comme vous l'avez entendu, c'est une recherche importante, fleuve, qui lève le voile sur le corps des femmes, leur consentement, qui éclaire, qui apporte un éclairage décisif sur la manière dont le droit, mais les instances judiciaires, administratives, professionnelles se trouvent saisies de ces violences gynécologiques et obstétricales et qui se trouveront peut-être à l'avenir aussi peut-être de plus en plus saisies. Désolée, l'important c'est quand même de donner un peu la parole à la salle. Donc je voulais vous remercier beaucoup à tous les trois pour ce passionnant échange. À ce stade de la discussion, je voudrais quand même rappeler votre travail, le titre de votre travail, les violences gynécologiques et obstétricales saisies par le droit, qui est disponible sur notre site internet. Je voudrais également remercier Sarah Albertin pour la préparation de cet arrêt sur la recherche et à la technique Léa Delion et Jeanne Chaumier. Rendez-vous le 26 avril prochain pour un nouvel arrêt sur recherche sur la discipline en prison. Et maintenant, c'est le moment des questions à nos